nous sommes en direct. Donc, bonjour à tous. Bon. Nous sommes sur la chaîne du Journal du Coin. Aujourd'hui, je suis heureux de faire une interview dédiée au paiement et à l'adoption des crypto-monnaies avec Eric Barbier, CEO de Triple A, et Fabrice Rostein, administrateur délégué de Bicharge, une place de marché en ligne. Donc, très content de vous avoir à bord, messieurs. Et Merci beaucoup. voilà, donc là, les gens arrivent tranquillement. Euh, de toute façon, on va commencer par des questions simples qui consistent à faire les présentations. Mhm. Donc, ben, on commence par toi, Eric, en fait. Est-ce que tu te présenterais rapidement, voilà, ton parcours, qu'est-ce que tu fais actuellement et comment tu en es arrivé au crypto? Enfin, t'intéresser à ce Ouais, secteur-là. ouais, merci Benoît. Moi, déjà, je suis basé à Singapour depuis 20 ans, hein. Et j'ai monté Triple A il y a presque 4 ans. Moi, mon parcours, c'est vraiment un parcours d'entrepreneur. J'ai toujours été entrepreneur, en particulier dans le mobile et plus récemment dans la fintech. J'avais monté une société de paiement, en fait, de transfert d'argent international, qui s'appelait Transfer2 et qui maintenant s'appelle Tunes, et qui permettait d'envoyer de l'argent, souvent des pays développés vers les pays émergents, en particulier sur les téléphones mobiles, donc sur des mobile wallets type M-Pesa, etc. Donc voilà, donc ça fait des années que je suis dans la fintech et dans le paiement. Et, et en fait, je suis rentré un peu dans les cryptos grâce à mes ingénieurs, à mes développeurs qui étaient dans. Et c'était un vendredi soir, je me souviens, il était assez tard. Et d'habitude, le vendredi soir, les développeurs, quand ils ont fini le boulot, ils jouaient à des jeux vidéo et des trucs comme ça. Et c'est là que j'ai. Et là, les gars, ils jouaient pas aux jeux vidéo. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et en fait, c'est là où ils commençaient, ils m'expliquaient qu'ils minaient avec mes serveurs. Euh, et donc voilà, et donc c'est comme ça qu'ils m'ont initié à comment les cryptos marchaient, etc. Et d'ailleurs, mes premières cryptos, je les ai achetées auprès de mes ingénieurs. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressé à cette technologie. Et j'ai vu tout de suite qu'elle résolvait deux problèmes que soit moi j'avais, soit mes clients. Il y avait le problème de tous les problèmes de fraude qu'il y a sur les cartes de crédit, ce qu'on appelle les chargebacks en anglais, donc toute cette fraude où quand un utilisateur, quand quelqu'un utilise une carte bleue volée par exemple, c'est le commerçant qui prend à sa charge l'impayé. Et donc quand on est dans un business, comme le business de Fabrice, où on vend du contenu digital, la perte, elle est pour soi, elle est nette, elle est sèche. Et avec les cryptos, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de ce type de problème. Et l'autre problème que j'ai vu, qui est plus un problème B2B, qui est entre entreprises, c'est de pouvoir faire un paiement temps réel à travers les frontières, en cross-border. Euh, Aujourd'hui, je ne sais plus combien, 300 trilliards de dollars qui passent à travers le réseau SWIFT. Mais le problème de SWIFT, c'est lent, c'est cher et c'est pas transparent. C'est-à-dire que j'envoie 1000 euros aux États-Unis, et ça va me coûter 50, 100 euros, plus des frais qui sont pas transparents, parce que il y a des banques intermédiaires qui disent, oh bah tu vois, moi j'ai envie de prendre 10 euros là. Et en plus, on n'a aucune idée du taux de change qui va nous être appliqué. Donc là, c'est pochette surprise. Donc voilà, et ça, c'est les deux trucs qui m'ont intéressé dans la crypto comme un moyen de paiement. Ok, super. Donc ça, c'est le retour d'expérience d'un professionnel du paiement qui, de façon fortuite, s'intéresse aux crypto-monnaies et tu te rends compte que ça résout deux problématiques intéressantes dans ce secteur-là.
Exactement. Écoute, on va revenir plus en détail sur les avantages et les inconvénients des cryptos. Fabrice, moi aussi, je serais heureux que tu nous fasses un petit parcours. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Enfin, quelle est la proposition de valeur de la société? Et comment tu en es arrivé à t'intéresser aux crypto-monnaies? Voilà, un petit tour de piste aussi. D'accord, faisons ça. Écoute, nous, avec BitCharge, on est spécialisé dans les produits digitaux et prépayés depuis 2009. On est présent dans 11 pays en Europe. On a commencé dans la télécom parce que c'était les premiers qui faisaient du prépayé. À l'origine, on était aussi dans les télécoms, donc on est arrivé naturellement dans Internet, dans les paiements sur Internet, enfin les produits sur Internet. Et évidemment, bon, la gamme s'est fortement élargie au fil du temps. Donc il y a la télécom, derrière il y a les cartes de paiement qui sont arrivées avec des marques comme PCF ou des cartes de crédit rechargeables, beaucoup de divertissement. Donc toutes les marques de grands jeux vidéo sont arrivées avec des produits digitales enfin digitaux ou des cartes cadeaux, la mode, enfin, etc. Donc c'est vraiment devenu tentaculaire au niveau des marques qu'on peut proposer sur Internet. Et bien entendu, Eric l'a abordé. La clé du problème, c'est accepter les paiements avec le moins de fraude possible. Et donc, évidemment, nous, on attache particulièrement, on fait très attention à ce que nos clients viennent et qu'ils utilisent un moyen de paiement safe pour nous et pour eux. Donc, d'un pays à l'autre, les moyens qui sont mis à disposition varient fortement avec une manière de faire qui tend à s'uniformiser maintenant parce que l'Europe pousse vers des moyens un peu plus standards, un peu plus poussés, les banques doivent suivre, etc. Mais évidemment, en tant que marchand, quand on ne produit pas notre produit, comme c'est notre cas, s'il y a une fraude, elle est, comme Eric l'a mentionné, sèche, pure et dure pour nous. Oui. Alors, pour en revenir à la crypto, c'est un sujet qui était très tricky pour nous, pour nos acquéreurs, les PSP avec lesquels on travaillait, etc. Mais c'est un sujet qui nous a toujours interpellés, tant pour accepter que pour même vendre des produits de crypto. Il se trouve que Eric et moi, on a travaillé ensemble sur ces autres produits, et donc il est venu nous trouver avec sa solution. On a trouvé d'abord être en phase avec le marché actuel et en phase avec nos besoins de sécurité. Et donc on a ajouté AAA comme moyen de paiement sur nos sites. Voilà, on tâtonne encore pour trouver un petit peu comment faire pour aller toucher, parce que c'est une autre clientèle pour nous. Parce que c'est évidemment des gens qui ont de la crypto, mais qui veulent l'utiliser pour payer. Donc c'est pas si moi j'ai des amis qui ont de la crypto, en général ils veulent la garder. Donc on doit quand même aller trouver ces gens-là. Mais il y en a beaucoup. Et oui. J'ai une remarque à ce moment-là, mais non, mais je te laisse parler, mais j'ai quelque chose de rigolo à dire parce que moi, moi, c'est par la dépense des crypto-monnaies que j'ai réussi à convaincre ma compagne. C'est-à-dire que la crypto-monnaie est devenue très concrète quand on la dépense. Et donc, c'est pour ça que je remercie tous les commerçants et les gens qui proposent des solutions de paiement parce que, en fait, tout le monde te dit la crypto, c'est virtuel, c'est virtuel. C'est virtuel, messieurs, parce que vous l'avez pas dépensé, mais faites un cadeau en crypto-monnaie, vous verrez, ça convainc l'auditoire, ça marche très bien. Et donc, moi, ma compagne, par exemple, est très intéressée par, donc bon, ça, c'est un exemple qui fait pas loi, mais il y a des cas d'usage. Moi-même, maintenant, je fais attention à en dépenser. Tout à fait. Et surtout, je pense que ça peut être aussi lié au taux qui peut fluctuer fort avec les cryptos. Donc, à un moment donné, tu peux avoir intérêt à l'utiliser sur un site sur lequel tu vas d'habitude pour un produit que tu as envie, tu veux partir en voyage, tu veux acheter un sac, enfin, tu vois, donc tiens, mais finalement, ma monnaie elle est en train de diminuer maintenant, mais aujourd'hui, je pourrais la vendre et l'utiliser pour faire quelque chose. Donc oui, il y a ça. Et il y a beaucoup de gens aussi qui commencent à se faire payer en crypto. Et donc ces gens-là, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin d'utiliser pour acheter des choses. Donc oui, je pense qu'on va arriver de plus en plus vers ça. On est en train aussi d'ouvrir un site hors Europe
focus 100% crypto, donc tout notre catalogue, mais que pour des gens qui ne sont pas en Europe, qui veulent accéder à des produits européens, mais qui ne peuvent pas l'acheter et qui ont sans doute de la crypto. Donc voilà. Bon, bah, écoute, c'est intéressant. De toute façon, c'est né, toi, d'une problématique de commerçants qui était quand même les problèmes de fraude. Ce que a dit Eric, qui était quelque chose que tu voyais avec, je suppose, les ignobles quarts d'heure, où les gens qui doivent être Ouais, une- c'est né de la rencontre qu'on a avec Eric et la relation qu'on a avec lui sur d'autres projets. C'est né du fait que ça bouge, tout le monde entend parler de la crypto, donc on cherchait un moyen depuis longtemps de pouvoir accepter la crypto en tant que moyen de paiement, mais il faut un partenaire solide derrière. Donc techniquement ça tienne la route et puis qu'on puisse accepter les paiements pour nos clients. Mais on se rend compte que c'est des nouveaux clients en fait qu'on accepte grâce à la crypto. Donc si tu veux, on s'occupait peut-être d'une partie de la population sur nos sites pour pouvoir payer. Donc si je peux intervenir, c'est aujourd'hui, à travers le monde, il y a maintenant 300 millions de personnes qui ont de la crypto. Alors, ils ne veulent pas tous le dépenser tout de suite, etc. Mais il y a 300 millions de personnes. Donc aujourd'hui, si on le regarde, hein, c'est à peu près la taille de PayPal. Donc ça devient une option de paiement qui a du sens pour qu'un commerçant l'offre. Il y a maintenant aujourd'hui une masse critique d'utilisateurs pour lequel ça... Et donc là, c'est là où ça a du sens. Et comme l'a dit Fabrice, nous, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des gens, et pas forcément qu'en Europe, mais aussi dans les pays émergents, de gens qui se font payer avec de la crypto. Parce qu'aujourd'hui, si moi je suis un freelancer, un développeur, un designer au Bangladesh, par exemple, j'ai pas envie de récupérer la monnaie locale qui vaut pas grand chose et que donc je peux pas utiliser. Donc pour moi, dans ce genre de pays, et je dis le Bangladesh comme je pourrais dire l'Argentine ou aujourd'hui par exemple l'Ukraine qui est compliqué, être payé en crypto. Et quand je dis crypto, c'est pas que c'est aussi Bitcoin, Ethereum, etc., mais c'est aussi du stablecoin, de l'USDC, de l'USDT. Et donc, ça permet à tous ces gens-là qui aujourd'hui n'étaient pas inclus dans le système mondialisé international de pouvoir enfin participer dans l'économie mondiale. Ouais, je regardais justement, mais je suis d'accord avec toi, hein, la proposition de valeur des cryptos n'a jamais été aussi apparente qu'aujourd'hui, et c'est en particulier dans les pays qui vont avoir parfois des solutions de paiement qui sont pas adaptées. Donc, et je regardais, donc justement, vous avez fait une étude qui est quand même poussée. Hein. Tu nous la commenterais encore un peu plus. Là, je vois, donc, tu as parlé de l'Ukraine, donc je remonte, j'ai ouvert, mais hop. Donc là, je vois qu'il y a le Vietnam qui a l'air très actif. L'Ukraine, les États-Unis. Ouais, dans les pays développés, hein, ça reste les États-Unis qui sont toujours bien en avance. Donc ça, c'est une étude qu'on fait tous les ans à partir donc on a toute une méthodologie parce que c'est assez compliqué. Donc on récupère des données de pas mal de sources différentes et en fonction de leur fiabilité, on les pondère. Donc nous, ce qu'on voit d'ailleurs en plus en termes d'utilisation, c'est quand même il y a quand même et les gens qui achètent auprès de nos clients, donc auprès de nos commerçants, c'est beaucoup des pays plutôt développés, donc États-Unis, Europe de l'Ouest, et puis les pays développés en Asie. Mais l'adoption dans les pays où on n'a pas trop d'autres choix, où le système bancaire, où il y a beaucoup de contrôle sur les capitaux, donc l'export des capitaux, pour ces gens-là, c'est une bouée de sauvetage, quoi, la crypto.
Ok, c'est pas mal. Et toi, tu le retrouves, Fabrice, et toi, tes clients, ils viennent d'où? T'avais dit, je crois, 11 pays ou 11 pays. euh, Et au jour d'aujourd'hui, on constate que le pays où ça est le plus populaire, c'est l'Angleterre. Ah ouais, Donc, ok. Très bien. sur nos sites, ouais. Sur nos sites, c'est là où il y a le plus d'utilisateurs pour la crypto. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Donc, la France n'est pas là, la Belgique n'est pas là. Donc, c'est UK, Allemagne, Espagne, pour l'instant. Alors après, bon, ça, là, je coupe un petit peu dans mon défilé, mais moi, je pense que quand même, ça dépend aussi peut-être au niveau du paiement, ça dépend quand même aussi de la réglementation. Peut-être que on va avoir des populations qui sont au fait des cryptos où il y en a beaucoup, mais si la réglementation n'est pas adaptée, je sais pas s'il y a si la réglementation est un sujet sur l'adoption des crypto-monnaies en tant que paiement ou un frein. Enfin, Normalement, pour l'utilisateur final, ça joue pas beaucoup parce que lui, il a des cryptos et donc après, sa décision de les dépenser ou pas, c'est la sienne et c'est en général en dehors de toute notion de réglementation. Mais en parlant de réglementation, ce qui est important, c'est pour le commerçant, c'est d'être sûr que tout soit bien fait dans les règles. Donc c'est pour ça que nous, on a été un des premiers à avoir une licence auprès de la Banque centrale de Singapour pour pouvoir processer des paiements en crypto. On fait donc parce on oppose souvent les institutions financières avec le monde de la crypto. Moi, je me définis d'abord comme une institution financière et on s'est spécialisé dans la crypto. Et donc, on fait tout ce que fait un établissement de paiement quand il fait du paiement. Donc, on fait tout ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire de bien connaître l'identité des clients. On va vérifier en utilisant des outils d'analyse sur la blockchain que les cryptos ne proviennent pas de dark web ou du scam. Récemment, avec Tornado Cash, par exemple, il y a maintenant, ça a été listé par l'OFAC, donc par ouais. par les États-Unis dans le programme de sanctions. Donc voilà, donc nous, on se doit d'appliquer toutes ces mécaniques pour s'assurer que, pour protéger nos clients, donc des gens comme Fabrice, que les cryptos ne vont pas être utilisées pour faire du blanchiment d'argent. Toi, de toute façon, finalement, quelque part, l'amortisseur, on va dire, pour le commerçant. C'est-à-dire que c'est toi qui supportes toute Ouais, la difficulté technique et réglementaire, de sorte à ce que le commerçant, lui, il n'est pas à se préoccuper de ça. Normalement, c'est ton rôle. c'est ça. Tu vois. C'est Après, une bon, moi, façon tout de ce le que dire simplement, c'est moi qui vais en prison, quoi. Ah, voilà. Mais à un moment donné, faut qu'il y en ait un qui parte, hein. Donc c'est toi. Bon, ben écoute, je pense pas. Et alors, je vais revenir quand même un petit peu sur la typologie des acheteurs. Est-ce que, alors ça c'est un peu plus pour toi, peut-être Fabrice, mais pas forcément. Tous les deux, vous pouvez répondre. Est-ce que vous avez vu des comportements d'achat, peut-être des types de biens, ou est-ce qu'ils sont dodus? Est-ce que le détenteur de crypto-monnaie est généreux, il dépense beaucoup? Est-ce qu'il a un gros panier moyen ou un petit? Est-ce que c'est vraiment ultra minoritaire? Quelques métriques peut-être sur ces utilisateurs de crypto. Est-ce que vous en aurez ou des faits marquants, des choses remarquables? Ce que nous, on voit en tout cas sur nos sites, c'est que le panier moyen est bien supérieur à un utilisateur de carte de crédit ou autre moyen de paiement. Euh, et nous, dans les styles de produits qu'ils achètent, c'est beaucoup de monnaie, donc de e-money, Ah oui. et beaucoup de produits de divertissement. Donc, du Nintendo, du Sony, du Xbox, du Steam. Donc, on peut un peu imaginer le style de personnes en fonction de ça. Donc, l'e-money me semble pas mal dans ce qu'on disait, c'est que je suis payé en crypto. Euh,
mais je peux convertir ma crypto en achetant de l'e-money et je vais la mettre sur une carte de crédit rechargeable qui me donne accès à l'or et je peux aller tous les jours et commencer à payer. Donc, Eric n'aura pas convaincu tous les marchands du monde entier d'accepter la crypto partout. Donc, si tu veux, ça valide un peu ce qu'on vient de dire, c'est que tu as des gens maintenant qui sont payés en crypto et ils veulent pouvoir faire quelque chose de leur crypto. Donc, une manière qu'ils ont trouvé de faire, c'est ça. C'est venir sur le site, acheter de la money, la convertir en real money et commencer à pouvoir dépenser, aller faire ses courses, payer son restaurant, aller en voyage, etc. Et le divertissement. Mais c'est vrai que maintenant, l'armée des détenteurs de crypto-monnaies, elle est quand même de plus de 300 millions de personnes. Donc, je regardais. Donc, ça commence à faire un pool important. C'est vrai qu'il n'y a pas que des acheteurs. Il y a des gens qui travaillent. Ça, et j'en connais. Nous, dans le milieu, on en connaît, hein, qui sont rémunérés en crypto. Et c'est vrai que l'avantage, encore pour l'instant, des monnaies fiat, c'est que c'est plus facile de les dépenser. Donc, c'est vrai que ça fait du sens ce que tu dis. C'est que souvent, tu convertis tes cryptos pour pouvoir les dépenser plus largement. En tout cas, c'est pour l'instant. Pour l'instant, donc voilà. Et par contre, tu me fais plaisir aussi sur le fait qu'ils soient quand même, mais ils sont peut-être plus rares, mais ils ont le meilleur panier moyen. Écoute, félicitations aux détenteurs de crypto qui viennent, en général, ils viennent encaisser des profits, je pense. Hein. Enfin, je suis c'est 3-4 fois supérieur à un panier standard. Donc, c'est quand même significatif. Ouais, si je peux rajouter sur parce qu'en fait nous ça dépend beaucoup de qui est le marchand, qui est le commerçant, et c'est ça qui est sympa, c'est que nous on travaille avec l'opérateur mobile au Salvador par exemple, qui a rendu le Bitcoin monnaie officielle, et donc là les gens ils dépensent $1 pour recharger $1 sur leur compte téléphone prépayé avec Lightning. Et de l'autre côté, moi, j'ai des agences de voyage qui font de luxe, qui vendent des voyages en jet privé pour 50 000 euros. Hein. Donc, c'est ça qui est sympa dans la crypto, c'est que vraiment, on a un panel qui est extraordinaire. Oui, ça va de la dépense à $1 jusqu'à la dépense à plusieurs dizaines de milliers pour des jets privés. Ok, j'ai vu que d'ailleurs sur ton site dans les études, tu identifiais, donc il y avait le gaming, le luxe, je sais plus, il y avait quelques grandes catégories qui étaient supposément porteuses. Ouais, comme l'a dit Fabrice, hein, le jeu, ça c'est génial parce qu'en général, le gamer et le crypto enthousiaste, voilà, c'est un peu les mêmes. Donc nous on a un gros vertical. On travaille avec Razer par exemple. Donc ça c'est important. Plus généralement tout ce qui est contenu digital, hein, donc comme ce que fait Fabrice. On a une belle ligne de produits sur le luxe. Typiquement, là c'est des gens qui ont investi il y a fort longtemps et qui veulent se faire plaisir. Ce qu'on voit un peu, c'est que dans les comportements d'achat, il y a aussi un peu des gens qui se disent quand j'achète un truc un peu plus futile, je préfère l'utiliser avec mes cryptos. C'est un peu moins pénible que quand c'est sur mon compte, ce qui a été dur à gagner avec mon salaire. J'utilise ce que j'ai sur mes cryptos pour me faire plaisir. Moi, je l'ai revu hein, sur Twitter, tu le vois, et dans le milieu des baleines aussi. Il y a tout un truc, par exemple, au niveau des montres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la crypto qui veulent acheter des montres parce que ça a un côté investissement. Évidemment, c'est se faire plaisir, c'est luxueux, mais ils vont dépenser leur crypto dans des montres. Et d'ailleurs, le prix, le plancher des montres avait beaucoup augmenté pendant le bull market et là il a rebaissé, donc je sais pas si c'est les gens qui avaient acheté des montres avec leur crypto qui sont en train de revendre leurs montres pour, je ne sais pas, revenir dans les cryptos ou peut-être avoir de la fiat, mais c'est vrai que tu le retrouves. Et j'ai une dernière question dans ce domaine-là, c'est qu'est-ce qui est le plus utilisé? C'est les stablecoins, c'est les cryptos, est-ce qu'il y a des plateformes, est-ce que le Lightning, Tron, parce que tu vois, nous on dit beaucoup du mal de Tron, je sais, au journal du coin il n'y en a pas trop parce que c'est centralisé, etc. Mais je pense qu'en pratique, dans les paiements, Tron est très puissant. En tout cas, sur l'USDT, peut-être le TRC20. Est-ce qu'il y a des technos qui ressortent ou pas forcément? Tu vois, je veux dire, ouais. Moi, le trend que je vois, c'est quand même les stablecoins qui montent, ça c'est clair. Okay. Mais parce qu'on commence à avoir de plus en plus de gens qui sont des business, des entreprises elles-mêmes,
donc qui utilisent ça, et donc pour elles ont besoin de moins de volatilité. Côté individuel, on est encore, enfin vraiment le gros, c'est toujours Bitcoin, hein, ça reste vraiment la base. Sur Tron, oui, enfin nous, l'essentiel de l'USDT passe sur Tron, clairement. Surtout, de toutes les manières, sur ERC20, c'était quand même devenu très cher. Là, c'est encore un peu tôt pour voir si les gens vont repasser plus sur ERC20. Le Lightning, oui, très utilisé de plus en plus. Alors comme j'avais dit, on l'a introduit pour le Salvador, hein, pour faire vraiment des micro-paiements. Mais on voit que petit à petit, alors c'est pas encore super dominant, mais ça prend de la part de marché. Nous, ce qu'on a aussi rajouté, c'est une option, c'est une intégration directe dans Binance. Binance. Et donc ça permet d'avoir une transaction. Alors, elle va être off-chain, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de gas fee. Et on va pouvoir payer avec tout ce qu'on a dans son wallet, dans son compte Binance. Et en plus, ce qui est sympa pour l'utilisateur, c'est qu'il y a les métadonnées. C'est-à-dire que si quand l'utilisateur il achète chez BitCharge, il va pas juste voir j'ai 0.01 Bitcoin qui est parti sur cette adresse. On ne sait plus trop ce que ça veut dire. Parce que là, il va voir exactement, j'ai acheté une carte Steam ou iTunes à 30 € ce jour-là, etc. Donc ça donne encore plus de contexte et plus de convivialité pour l'utilisateur. Ok, super. C'est clair. Mais en plus, tu anticipes un peu sur ma question suivante, qui était donc là, c'est quand même un marché. Donc là, on va revenir un peu plus dans la pratique. C'est quand même un marché concurrentiel. Et donc, comment toi, Eric, tu te distingues par rapport aux autres offres, je veux dire, de paiement en crypto? Et cette question pourrait s'appliquer à Fabrice aussi sur les places de marché. Je veux dire, donc il y a des gros concurrents. Il y a Amazon, notamment, je pense. Et donc toi, comment tu fais aussi pour te distinguer? Est-ce que les paiements crypto font partie des éléments différenciants? Mais je commence par toi, Eric, sur la solution. Comment tu te positionnes, tu vois? Nous, notre positionnement, c'est vraiment d'être sur la partie réglementée, de faire les choses vraiment en bonne intelligence. Voilà. Ça c'est vraiment ça c'est notre point central. Après, normalement une bonne tech, on est capable de faire. On n'a pas besoin d'attendre que le bloc se confirme. Donc on fait une notification instantanée, etc. Mais très franchement, aujourd'hui, ma plus grosse concurrence, enfin c'est même pas une concurrence, c'est encore de convaincre les commerçants. Parce qu'à chaque fois, les gens me disent « Ah ouais, mais j'ai pas envie d'avoir de crypto ». Bah oui, mais tu n'auras pas besoin de toucher aux crypto. Parce que c'est sûr qu'en plus, pour leur comptable, la crypto, c'est quand même ce qu'il y a de pire au monde, hein, d'avoir à gérer de la crypto si on en prend possession. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est légal? Etc., etc. Donc ça, c'est plus le truc. Nous, on est encore dans un mode où on n'est pas dans un mode où on perd des deals parce que quelqu'un veut travailler avec quelqu'un d'autre. Mais c'est plus, les gens disent « Oh, je suis pas sûr ». C'est ça, moi, mon vrai concurrent, c'est cette incertitude. Mais d'ailleurs, pour compléter ce que tu dis, malgré le fait qu'on voulait se lancer dans la crypto, malgré le fait qu'on connaissait Eric sur d'autres raisons sérieux, etc., le fait que justement avec AAA, je puisse accepter de la crypto, qu'importe laquelle, mais que moi je reçois en euros, en pounds, en francs suisses, ce que j'ai vendu, parce que moi, mes fournisseurs, je dois les payer en monnaie locale, hein, et je ne vais pas les payer en crypto. Donc, c'était un des facteurs aussi qui nous a poussé à adopter la technologie, parce que sinon, c'était compliqué. Parce qu'alors, on va mettre une partie en investissement potentiel pour essayer de jouer sur la crypto, mais on ne peut pas tout faire. Donc, ça, vraiment, dans son modèle, c'est vraiment quelque chose qui nous a aidé à passer le cap. Donc, c'est très intéressant.
Oui, ben, voilà. Et nous, en ce qui nous concerne, oui, la crypto, c'est un phénomène de mode. On a beaucoup de clients, comme on vend de la monnaie, qui nous demandaient d'être actifs là-dessus, etc. Et il y a une frilosité, pas que des marchands, des banques, des PSP, des acquéreurs, tous les gens qui processent les paiements pour les marchands comme moi. Et donc voilà, Eric qui vient avec un outil clé en main pour permettre d'accéder à ce monde-là, c'était pour nous idéal. Mais donc il y a la confiance sur la technologie et cet aspect monétaire derrière qui a fait que nous on a sauté le cap de la crypto. Ok. Et ça répondait aussi à une demande client vous était remontée. Donc, oui, on avait beaucoup de demandes de vendre de la crypto. Donc, oui. voilà. Mais forcément, si on a cette demande-là, c'est qu'aussi il y a un intérêt pour payer avec de la crypto. Donc, voilà. Ok. Et nous, on fait quand même pas mal de salons. Et maintenant qu'on est dans les salons, on voit de plus en plus de gens de marchands qui viennent proposer des solutions de crypto. Donc, voilà. Okay. Et bien justement, alors là, ce serait, on arrive sur les dernières questions, mais ce serait en pratique. Qu'est-ce que tu recommanderais à des commerçants ou qu'est-ce que vous recommanderiez à des commerçants qui veulent qui veulent accepter les crypto-monnaies? C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui revient à Toulouse. Alors ça, il y a différentes échelles. Le commerçant, c'est-à-dire qu'il y a des commerçants en ligne, il y a des commerçants, par exemple, des bars ou des vendeurs de quoi que ce soit. Comment on fait pour accepter les cryptos facilement? Donc, comment on implémente la solution? Comment ça se passe? S'il y en a qui nous écoutent, qui sont commerçants et qui veulent commencer à accepter les cryptos, qu'est-ce que vous leur recommandez? Il y a des choses. Alors évidemment, il y a ta solution, Eric, je te suppose. Hein, mais comment ça se passe? C'est simple, c'est facile. Il y a des frais. Quels sont des petits détails comme ça. Donc c'est toi qui vas en prison, ça on l'a compris, Eric. Je pense que ça rassurera tous les marchands. Ensuite, voilà, un petit peu peut-être quels sont les frais appliqués, quelques contraintes. Est-ce que c'est difficile ou pas à implémenter? Voilà. Ouais, non, on essaie de faire. Est-ce que ça marche pour les commerces physiques ou quoi? Alors, on essaie de le rendre le plus simple possible. Donc, on a des API pour les gens qui gèrent leur site web eux-mêmes, ou sinon on a des plugins tout faits. Type, si vous avez un site marchand type WooCommerce, on est sur Wix, donc on a un certain nombre de choses toutes faites. Sur le coût, nous on prend 1% de frais. Voilà, et c'est les seuls frais. Donc, quand vous vendez quelque chose à 100 €, vous avez 99 € sur votre compte le lendemain. Voilà. La conversion instantanée, les taux de conversion, peut-être? Donc le taux de conversion, donc nous ce qu'on fait, c'est que pendant la période de checkout, hein, donc pendant 25 minutes, on fige le taux de change entre l'euro et la crypto. Donc en gros, l'utilisateur il a 25 minutes pour prendre son wallet, scanner le QR code et donc à ce moment-là, le taux est garanti. Donc ça veut dire que le commerçant qui facture 100 €, il va toucher exactement 100 €. Donc quelle que soit la volatilité, même pendant la phase du checkout, est garantie. Donc il n'y a aucun risque de volatilité pour le commerçant. Pardon. Et j'espère que tu nous fais des bons taux, Eric. J'espère que c'est ça. Si tu vas sur différentes places de marché, je suppose, avec oui, alors nous on est connecté à une douzaine d'exchanges et toutes les plus grosses, hein, les Kraken, les Coinbase, etc. Et comme ça, on a toujours le meilleur taux qui est disponible sur le marché. C'est super. Oui, alors, je vois qu'il nous, en tant que marchand, Eric, c'est un facilitateur avec sa technologie. On ne se casse pas la tête de tout ça. C'est-à-dire que nous, on propose de la crypto comme moyen de paiement à nos clients et ils sont maîtres à bord. Ils peuvent voir effectivement les taux et tout qui sont appliqués et voilà. Et nous, ce qui est primordial, c'est la crypto, la sécurité,
avoir l'argent rapidement, avoir l'argent en monnaie locale, et tout ça est solutionné avec Eric. Donc, voilà, c'est idéal. Et après, il y a une question pratique dans le chat, c'est combien de temps prend un paiement en crypto? Faut-il avoir une app, flasher un QR code validé? Bon, ça, je suppose, on pourra essayer peut-être de faire une petite démo, si Ouais, jamais ouais. c'est possible. Et la question juste avant ça, c'est est-ce que tu peux choisir, toi, en tant que marchand, de recevoir soit en monnaie locale, c'est-à-dire soit en crypto? Ça, c'est un choix qui t'est donné ou pas? Ou tu convertis systématiquement? Enfin, bon, déjà, quel choix tu Nous, fais? Toi, on tu fais a, le choix de convertir. nous, on a pris la décision de recevoir en monnaie locale pour la raison que je t'ai dit, qui est que je paye mes fournisseurs en monnaie locale. Euh, donc, je ne me suis jamais posé la question, je ne sais pas. Eric, est-ce que tu peux... Oui, on peut payer les commerçants en crypto, mais dans la réalité, c'est 98% de ce qu'on fait, c'est en monnaie locale. Donc les gens, ils veulent des euros, des dollars. Euh, Alors, c'est je encore t'avoue trop tôt. qu'avec, ouais, même avec Journal du Coin, et pourtant on adore les cryptos, j'en ai un fonds crypto, etc. On a connu plusieurs bear markets et souvent une presta qui est payée. Et si on reçoit des cryptos, en général, on la convertit rapidement, quoi. Donc Non, ça m'étonne pas. Enfin, ça correspond. Les marchands, quand tu fournis du travail, un service, t'as pas forcément envie de, enfin, t'as envie d'avoir la contre-valeur garantie. Après, Et, et, après, et, et aussi, hein, parce que même avec des stablecoins, il reste encore quand même pas mal de problématiques quand on est une société, de comment on assure la sécurité, la gestion des clés, etc., etc. Donc tout ça, c'est des problèmes que les entreprises vont se poser dans plusieurs années. Ça va mettre du temps quand même. alors, de toute façon, au niveau du payeur, là, il y a un petit commentaire. Au niveau du payeur, je pense que malheureusement, quand tu fais un achat de crypto contre un bien ou un service, c'est équivalent à une vente, hein. Voilà. Donc, je pense que c'est un fait générateur d'impôts, malheureusement, en tout cas en France. On se fait la petite démo, là? On essaye quelque chose? ouais, on On peut. essaye. Allons-y. Je partage moi. Ouais, je pense que tu peux partager ton écran. Qu'est-ce qu'on va acheter, là? Qu'est-ce qu'on achète, hein? Et qui achète, hein? Attends. Donc, c'est toi, Eric, qui achète sur le site de Fabrice? Ouais, ouais, Allez. Attends, attends. J'ajoute ton écran à la diffusion là, parce que Parce que là, j'ai arrêté l'écran. Je vois pas. oui, tu peux Partout. arrête et recommence. Ça va. Voilà, parfait. Ok. Ok. Vous voyez mon écran là? Alors pas encore, non. Tu peux arrêter l'écran. J'espère que c'est pas moi. Attends, je refais. Hop. Autoriser. Voilà, hop. Là, on y est. On te voit. Donc, là, je suis sur notre site en France. Euh, le client, il choisit n'importe quel produit. Par exemple, l'IKEA mobile. Il choisit le montant qu'il veut. Il rentre son adresse email. Il confirme son panier. Mhm. Et là, on propose Il certains choisit. monnaies. Il choisit la crypto qu'il veut. C'est Bitcoin, Eric, hein? Prenons, Ah, ouais, Bitcoin. on J'ai un- voit. Et puis ça génère Ouais. un QR code. Bon, on va peut-être pas demander à Eric de le. Ah, ok, il fait quand même. ouais, T'as je tiré? montre juste. Donc là, j'ai scanné le QR code, donc automatiquement, ça a repris les informations, hein. Ce qu'on fait là, pour les gens qui s'y connaissent en technique, on génère une adresse unique pour chaque transaction. Et à ce moment-là, on- 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 donc automatiquement tout a été rempli avec la contre-valeur et le voilà, Ah, voilà, le paiement s'est fait Merci pour votre instantanément. paiement. ouais, je vais pas montrer le code que j'enverrai à Eric. Ouais, Mais ouais. on te fait confiance, Fabrice. Bon, ben écoute, ouais, c'est plutôt fluide, hein. C'est au niveau de Ouais, l'expérience Voilà, utilisateur, c'est fluide. 4-5 secondes. En 4-5 secondes, on fait une. Donc, on n'attend pas le bloc. Donc, on gagne au lieu d'attendre quelques minutes. Et en parallèle, on a fait les vérifications anti-blanchiment d'argent.
Ok. Ouais, bon, c'est beau. Et j'ai vu qu'il y avait la petite option Lightning. Donc là, tu as choisi Bitcoin parce que tu avais du Bitcoin et que c'était ce qui t'arrangeait. Mais il y avait quoi comme option? Il y avait plusieurs options. Il y avait. Ouais, on a Bitcoin avec Lightning, Ethereum, USDC, USDT et une intégration directe dans Binance. Et on est en train de rajouter Coinbase et Crypto.com. Ben écoute, c'est sympa. Donc là, bon, on arrive à la fin du format. On a déjà un petit peu dépassé. Moi, la dernière question, c'était voilà, sur 2023, quels sont vos espoirs? Parce que est-ce que le marché des paiements notamment va être dépendant du marché global? Voilà, parce que moi, c'était ma petite angoisse qu'il faut soigner. Donc c'est à vous de m'aider un peu. Donc parce qu'on parle d'inflation, voilà, de l'énergie, de la guerre, de la surveillance. Est-ce que les paiements en crypto vont survivre à cet écosystème terrible? Ou est-ce qu'il faut pas dramatiser? Je sais que pendant le Covid, on était tous enfermés et les gens dépensaient comme des fous. Donc, voilà, quelles sont vos petites prospectives 2023? Rassurez-moi, s'il vous plaît, messieurs. Et, et voilà. Qu'est-ce que vous attendez pour les années à venir, en fait? Quels sont vos paris sur les années à venir? Enfin, moi, le pari, voilà, c'est d'utiliser les cryptos, ce pourquoi elles ont été inventées. Je veux dire, la crypto, elle n'a pas été inventée pour spéculer, elle n'a pas été inventée elle a été comme un moyen de transmission de valeur. Donc pour moi, c'est ça la clé. Et je pense que moi, je suis très content. Je vais peut-être faire râler les gens, mais je suis assez content que sur les marchés, ça s'assainisse, qu'on enlève un peu les projets qui ressemblaient, qui étaient un peu pas terribles, etc. Et on revient aux fondamentaux de quels sont les problèmes que la crypto résout. Et pour revenir au tout début de la discussion, c'est la certitude d'être payé et de pouvoir payer en cross-border en temps réel et à des tarifs imbattables. Ok, Voilà. merci Eric. Et toi, Fabrice, quels sont tes Euh, points de vue? il a résumé un peu notre vision, c'est que bon, d'abord nous on croit à la crypto, on pense elle va rester, mais on pense surtout qu'elle va nous permettre à nous de proposer notre catalogue en cross-border comme il disait. Donc on est, je t'ai dit, en train de préparer un site qui sera ouvert indépendamment du pays dans lequel tu es, pour proposer à nos clients à travers le monde alors de pouvoir acheter nos produits en évitant tous les problèmes qu'on avait avec la fraude, pour certaines raisons, tu n'acceptes pas des cartes qui viennent de tel et tel pays. Ben, la crypto te permet d'accepter un client qui est un client tout à fait valide que tu n'aurais pas accepté autrement. Donc ça te permet quand même, le champ des possibilités est quand même intéressant. Donc, Moi, je donc vous voilà. rejoins, hein. C'est-à-dire que le marché de la réserve de valeur, c'est à peu près le marché de l'or, en fait, c'est un marché classique. Si à celui-là, on ajoute le marché des paiements, le marché des paiements est quand même beaucoup plus gros. Et effectivement, électronique, peer-to-peer cash system, il y a pas que l'actif spéculatif, on va dire, il y a aussi la fonction de paiement, donc qui est importante. Ouais. Et le Bitcoin a été créé pour ça, les cryptos sont là pour ça. Donc effectivement, mais moi à titre personnel, qui suis là depuis quand même longtemps dans les cryptos, ce marché se développe. Hein, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus mature en 2022 qu'il l'était il y a quelques années. Donc c'est plutôt bon signe. Avant de vous quitter, messieurs, je vois qu'il y a une question dans le chat, donc on va essayer d'y répondre. Y a-t-il dans votre produit un résumé des paiements effectués pour les déclarer? Je veux dire le côté déclaratif ou de la procédure, comment? Je sais pas si c'est du point de vue. Je pense bon, on peut faire l'élection point de vue consommateur et point de vue commerçant. Le petit résumé. Pour le commerçant, nous, on a un dashboard dans lequel on peut voir toutes les opérations, tous les taux de change, tout est complètement transparent. Nous, notre produit, il est complètement B2B, donc on ne s'adresse pas au consommateur final. Hein, quel que soit le wallet qu'on utilise un wallet du type Ledger ou un Binance, je pense que ces informations elles sont plutôt sur le wallet que vous utilisez plutôt que d'être chez nous. Ouais. Et toi, Fabrice, t'envoies peut-être un mail
Ou... Nous, on envoie forcément un mail avec le résumé, avec l'argent qui a été débité, etc. Donc ça, ils ont. Et puis s'il faut aller plus loin dans le système, parce que de temps en temps, on a même des entreprises qui achètent, on fait aussi des factures, etc. Donc en fonction du produit, en fonction du client et de la demande spécifique, on en parle. On a un support pour ça. Donc voilà. Mais c'est rarissime, hein, c'est de... Ok. Mais merci messieurs hein, pour cette interview dédiée au paiement. Et moi j'espère qu'ils vont se développer dans les années qui viennent. Donc encore merci pour votre temps. Avec plaisir. À bientôt. Merci beaucoup.